15 légendes du cinéma ont affronté leurs propres démons loin des projecteurs. Derrière les sourires et les tapis rouges se cachaient des luttes silencieuses, souvent ignorées. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces destins brisés, ces âmes tourmentées dont le talent a marqué l'histoire du 7e art. Numéro 1, Marilyn Monroe. Le 5 août 1962, le monde s'est réveillé sous le choc. À Los Angeles, dans sa maison de Brentwood, la femme la plus célèbre du cinéma américain venait de s'éteindre à seulement 36 ans. En France, les journaux du matin, de France Soir à Le Monde, ont affiché son visage en une, entouré d'un silence lourd. Marilyn, symbole d'éclat et de fragilité, était devenue une légende tragique. Depuis ses débuts dans les années 40, elle avait conquis le public français grâce à sa beauté solaire et à son charme désarmant. Les cinémas parisiens diffusaient « Les hommes préfèrent les blondes » et certains l'aiment chaud à guichet fermé. Les spectateurs voyaient en elle la légèreté américaine, une promesse de rêve et de liberté. Mais derrière les projecteurs, Marilyn luttait avec une solitude grandissante. Les plateaux de tournage devenaient des lieux de tension et les nuits se remplissaient de médicaments destinés à calmer ses angoisses. Le 5 août, la ligne entre le mythe et la douleur s'est effacée. Son médecin et sa gouvernante ont découvert son corps inanimé. Les autorités ont parlé d'une overdose de barbiturique, un mot qui à l'époque semblait banal, presque médical. Pourtant, dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, on chuchotait d'autres théories. Était-ce vraiment un accident ou la fin d'un long combat intérieur que personne n'avait su comprendre? En France, les intellectuels se sont emparés du drame. Jean Cocteau a déclaré qu'elle représentait la beauté fragile, écrasée par la machine du succès. Simone Signoret, qu'il avait rencontrée à Hollywood, évoquait une femme d'une douceur infinie, incapable de se protéger du monde. Pour beaucoup, Marilyn n'était pas seulement une actrice, mais une métaphore du rêve occidental qui se consume sous ses propres lumières. Les années ont passé, mais son image n'a jamais quitté l'imaginaire collectif. Chaque rediffusion de ses films à la télévision française ramène cette même émotion, un mélange de fascination et de tristesse. Derrière la blonde éclatante, il y avait une femme épuisée par la peur de décevoir, prisonnière d'une perfection que le monde exigeait d'elle. Aujourd'hui encore, dans les rétrospectives parisiennes, son nom provoque la même mélancolie. Marilyn n'a jamais vieilli. Elle reste figée dans cette lumière dorée, quelque part entre le rêve et le désespoir, entre le rire du cinéma et le silence de la nuit du 5 août 1962. Numéro 2, Jean Seberg. Le 30 août 1979, Paris s'est figé dans un étrange silence. Dans sa voiture garée rue du Général Appert, la star du cinéma franco-américain a été retrouvée sans vie après plusieurs jours de disparition. Les journaux ont parlé d'un drame personnel, mais les amis de Jean savaient que cette fin n'était pas un simple hasard. Depuis des années, elle menait une bataille invisible contre la solitude et la persécution. Jean Seberg était l'icône de toute une génération. Née dans l'Iowa, révélée par Otto Preminger, elle devint en France le visage de la nouvelle vague. À 21 ans, son rôle dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard a bouleversé le cinéma. Sa voix douce, son regard libre, sa coupe courte, tout en elle symbolisait une jeunesse moderne, sincère, affranchie. Les Français l'adoraient. Mais derrière le succès se cachait une femme fragile, souvent incomprise, tiraillée entre deux continents et deux vies. Les années 60 ont été rudes. Sa carrière américaine s'était effritée. À Paris, elle avait trouvé un refuge, mais aussi un exil. Les rumeurs, les articles, les intrusions dans sa vie privée l'avaient marquée profondément. Son engagement politique en faveur des droits civiques lui avait attiré des inimitiés puissantes. Les journaux de l'époque ont révélé qu'elle était surveillée, suivie, manipulée. Ce climat d'angoisse a lentement creusé en elle une détresse que rien ne pouvait apaiser. L'été 1979 fut le dernier. On dit qu'elle semblait fatiguée, perdue, que ses proches avaient tenté de la soutenir. Le 30 août, tout s'est arrêté. Le rapport officiel a conclu à un acte volontaire. Le public français, bouleversé, a ressenti un vide immense. Jean Seberg n'était pas seulement une actrice, elle était une figure de liberté, une Américaine qui avait adopté la France comme seconde patrie. Sa disparition a laissé dans le cœur du public un mélange d'incrédulité et de tristesse. Dans les années suivantes, la France n'a jamais cessé de lui rendre hommage. À chaque diffusion d'À bout de souffle, les spectateurs redécouvrent cette jeune femme qui regardait la caméra avec une vérité désarmante. Son image reste figée dans le noir et blanc, éternelle, fragile,
comme une promesse interrompue. Jean Seberg incarne aujourd'hui encore le destin d'une étoile trop brillante pour durer, une lumière douce que Paris n'oubliera jamais. Numéro 3, Patrick Dewaere. Le 6 juillet 1982, le cinéma français a perdu l'un de ses visages les plus intenses. Dans sa maison de Paris, l'acteur s'est éteint brusquement, à seulement 35 ans. La nouvelle a bouleversé la France entière. Les plateaux de tournage se sont arrêtés, les journaux ont publié sa photo en noir et blanc, et le public a compris que derrière son regard d'enfant révolté se cachait un mal plus profond. Patrick Dewaere, c'était la rage et la tendresse réunies dans un même corps. Révélé dans Les Valseuses de Bertrand Blier, il a incarné une génération désenchantée, celle des années 70. Le public français voyait en lui un frère, un ami, un homme vrai. Contrairement aux starlets d'Hollywood, il ne jouait pas. Il vivait chaque rôle jusqu'à la douleur. Son visage portait la vérité de ses personnages, souvent à fleur de peau. Cette sincérité extrême le rendait fascinant mais aussi vulnérable. Au fil des années, la gloire ne lui a pas apporté la paix. Derrière le succès, il y avait l'inquiétude constante, la peur de décevoir, le besoin d'être aimé. Ses amis racontent un être hypersensible, drôle, généreux, mais tourmenté par un sentiment d'injustice et de fatigue intérieure. Les tournages s'enchaînaient, les récompenses arrivaient, mais Patrick semblait s'en éloigner, comme si le monde du cinéma ne lui appartenait plus. Le jour du 16 juillet, il devait retrouver Coluche, son ami de longue date, pour parler d'un projet. Il ne viendra jamais. Son départ a laissé une blessure immense dans le cœur du public et de ses proches. Le monde du cinéma a perdu plus qu'un acteur, il a perdu une vérité humaine, une sensibilité brute. Les réalisateurs ont parlé d'un artiste rare, incapable de tricher, et c'est peu être cette authenticité qui l'a consumé. Depuis ce jour, Patrick Dewaere est devenu une figure à part. Son nom résonne dans chaque école de théâtre, dans chaque hommage au cinéma français. Les jeunes comédiens le citent comme modèle, non pour sa gloire, mais pour son courage à tout donner. 40 ans après, ses films continuent d'émouvoir parce qu'ils portent en eux une part de sa douleur et de sa beauté. Patrick Dewaere n'a jamais vieilli. Il reste ce visage incandescent, celui d'un homme trop pur pour le monde qu'il habitait. Numéro 4. Capucine. Le 10 à 7 mars 1990, la ville de Lausanne s'est réveillée sous un ciel d'hiver d'un calme étrange. Dans un immeuble élégant du centre-ville, la célèbre actrice française a mis fin à un long combat intérieur. Elle avait 62 ans. La nouvelle est arrivée en France comme une onde de choc. Les radios ont diffusé ses chansons, les journaux ont rappelé son sourire dans les films des années 60, et les cinéphiles ont ressenti une immense mélancolie. Capucine, de son vrai nom Germaine Lefebvre, était l'élégance même. Née à Saint-Raphaël, elle avait commencé comme mannequin avant de conquérir le cinéma. En quelques années, elle s'était imposée à Hollywood, un exploit rare pour une actrice française de l'époque. Le public l'avait découverte dans La Panthère Rose, où elle partageait l'écran avec Peter Sellers et David Niven. Sa beauté froide, son regard plein de distance et de pudeur la distinguaient de toutes les autres. Elle n'était pas seulement belle, elle était mystérieuse, presque irréelle. Pourtant, derrière cette image parfaite, Capucine portait en elle une grande fragilité. Les studios américains l'avaient souvent cataloguée, sans jamais lui offrir des rôles à la hauteur de son talent. Elle disait que la beauté était un piège, que plus personne ne voyait la femme derrière le visage. Les années passaient, les propositions se faisaient plus rares, et la solitude s'installait. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une femme d'une grande sensibilité, blessée par l'indifférence d'un monde où tout finit par s'oublier. Dans les dernières années de sa vie, Capucine vivait en Suisse, entourée d'un petit cercle d'amis fidèles. Elle semblait apaisée, mais sa santé fragile et ses pensées sombres la poursuivaient. Le 10 à 7 mars 1990, tout s'est arrêté dans le silence. En France, la presse a salué une carrière unique, celle d'une femme qui avait traversé le cinéma comme une étoile filante. Son nom reste lié à une époque où le glamour portait encore une part de mystère. Capucine symbolise la beauté mélancolique du cinéma français et international des années 60. Dans les rétrospectives et les festivals, son visage continue d'émouvoir. Elle appartient à cette génération d'artistes dont la lumière brille encore, même longtemps après leur disparition. Une lumière douce, lointaine, mais inoubliable. Numéro 5. Chantal Akerman. Le 5 octobre 2015, le monde du cinéma d'auteur s'est figé. À Paris, dans un appartement discret du 11e arrondissement, la réalisatrice belge la plus admirée de sa génération s'est éteinte, laissant derrière elle une œuvre monumentale.
Les journaux européens ont salué une pionnière du cinéma féminin et introspectif, une artiste qui avait su traduire l'ennui, la solitude et la mémoire en langage visuel. Chantal Akerman n'avait que 25 ans lorsqu'elle bouleversa le cinéma avec Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1100 Bruxelles. Ce film, présenté en 1975, fut une révolution silencieuse. 3 heures de gestes répétitifs, de silence et de tension contenue, qui transformèrent la vie domestique en drame existentiel. En France, les critiques parlèrent d'un chef-d'œuvre, d'une expérience hypnotique. Le public découvrit une réalisatrice qui osait filmer la lenteur, l'attente, le vide, tout ce que le cinéma ignorait jusqu'alors. Pendant 4 décennies, Chantal Akerman poursuivit son exploration du temps et de la mémoire. Elle tourna en France, en Allemagne, aux États-Unis. Elle filma la frontière, l'exil, la mer, la peur de disparaître. Chaque plan semblait venir d'un lieu intérieur, comme si le cinéma était sa façon de respirer. Mais cette exigence absolue avait un prix. Derrière son calme apparent, Akerman luttait contre un chagrin ancien, une angoisse qui ne la quittait pas. La disparition de sa mère, survivante de la Shoah, l'avait profondément bouleversée. Leur lien, au centre de son œuvre, s'était transformé en blessure. Les derniers mois furent marqués par une grande fatigue. Elle venait de présenter son dernier film, No Home Movie, un dialogue tendre et douloureux avec sa mère disparue. Le 5 octobre 2015, tout s'est arrêté. Le monde du cinéma a perdu une voix unique. À Paris, les cinéastes ont allumé des bougies devant la cinémathèque. Les journaux ont parlé d'une perte irréparable. Aujourd'hui encore, ces films sont étudiés dans les écoles de cinéma, admirés pour leur pureté et leur courage. Chantal Akerman reste une figure essentielle du cinéma mondial, une femme qui a fait du silence un cri, de la lenteur une émotion. Son œuvre continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la fragilité humaine. Elle a quitté ce monde, mais ses images demeurent, immobiles et vivantes, comme un souffle suspendu dans le temps. Numéro 6, Jean Eustache. Le 5 novembre 1981, le cinéma français a perdu l'un de ses auteurs les plus sincères et les plus tourmentés. Dans son appartement de Paris, le réalisateur de La Maman et la Putain a quitté la scène discrètement, laissant une œuvre courte, mais bouleversante. Ce jour-là, la nouvelle a traversé le monde du cinéma comme un écho triste. Les critiques, les amis, les acteurs de la nouvelle vague ont compris que c'était la fin d'une voie singulière, celle d'un homme qui filmait la vérité sans phare. Jean Eustache était un poète du réel. Né à Pessac, il n'appartenait à aucun courant officiel, mais il fascinait les cinéastes par sa liberté absolue. En 1973, La Maman et la Putain avaient divisé la critique et conquis les esprits. 3 heures et demie de conversation sur l'amour, la trahison et le désenchantement de la jeunesse d'après mai 68. Jean-Pierre Léaud y incarnait la douleur et la lucidité d'une génération perdue. Le film remporta le Grand Prix à Cannes et fit d'Eustache un mythe vivant. Mais le succès n'a jamais apaisé son tourment intérieur. Jean Eustache vivait dans la mélancolie, dans la recherche d'un sens que ni les honneurs ni l'argent ne pouvaient offrir. Il se disait épuisé par la vie, incapable de supporter la banalité du monde moderne. Son regard sur le cinéma était à la fois lucide et désespéré. Il refusait les compromis, les effets faciles, les modes. Il voulait filmer la vie telle qu'elle est, crue, fragile, parfois insupportable. Cette quête de vérité l'a isolé. Les années suivantes furent marquées par la douleur et la fatigue. Il travaillait sur de nouveaux projets, mais restait enfermé dans un sentiment d'inutilité. Le 5 novembre 1981, ce mal silencieux a pris le dessus. La presse a parlé d'un départ brutal, d'un homme usé par la passion et le doute. Ses amis, comme Jean-Luc Godard ou Marguerite Duras, ont salué un esprit libre, trop lucide pour ce monde. Aujourd'hui, Jean Eustache est considéré comme un maître secret du cinéma français. Ses films continuent d'être étudiés, ses mots cités par les jeunes réalisateurs. Sa disparition a laissé un vide, mais aussi une trace indélébile dans la mémoire du cinéma. Eustache a transformé le quotidien en tragédie, l'ennui en émotion pure. Il a offert au monde une œuvre rare, sincère et infiniment humaine. Numéro 7, Christine Pascal. Le 30 août 1986, Lyon s'est couverte d'un voile de tristesse. Dans une clinique psychiatrique de la région, la comédienne et réalisatrice française a mis fin à un long combat intérieur. Elle n'avait que 42 ans. La nouvelle a bouleversé le monde du cinéma, qui perdait une artiste d'une intensité rare.
Les journaux ont rappelé son regard profond, sa voix un peu rauque, cette présence à la fois vive et fragile qui la distinguait de toutes les autres. Christine Pascal avait commencé très jeune. À 8 ans, elle apparaissait dans Les Valseuses de Bertrand Blier, aux côtés de Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Ce rôle marqua le début d'une carrière à part. Elle n'était pas une actrice de surface. Elle cherchait toujours à comprendre, à sentir, à pénétrer la vérité de chaque émotion. Son jeu instinctif fascinait les réalisateurs. Elle pouvait passer du rire à la douleur avec une sincérité désarmante. Dans les années 80, elle était devenue un visage familier du cinéma d'auteur français. Elle avait tourné avec Maurice Pialat, Diane Curis et Claude Miller. Puis, insatisfaite de ce que le cinéma lui proposait, elle était passée derrière la caméra. Son premier long métrage, Félicité, avait reçu l'estime des critiques. Elle y racontait la difficulté d'exister, la complexité d'aimer. Ses films suivants confirmaient une sensibilité rare, une écriture féminine avant l'heure, à la fois poétique et douloureuse. Mais derrière la force créatrice se cachait une femme profondément tourmentée. Les proches de Christine évoquent une personne sensible, souvent inquiète, parfois submergée par ses émotions. Le cinéma, qui lui avait donné un langage, ne suffisait plus à la sauver de ses tourments intérieurs. Elle luttait contre la fatigue, contre la peur du vide, contre un sentiment d'impuissance que la gloire ne pouvait apaiser. Le 30 août 1996, ce combat s'est terminé. La France entière a rendu hommage à une artiste libre et sincère. Les journaux ont salué une femme qui avait tout donné au cinéma. Ses amis, ses acteurs, ses spectateurs ont parlé d'elle comme d'une lumière fragile, d'un être pur dans un monde brutal. Aujourd'hui, Christine Pascal reste un symbole de passion et de vérité. Ses films continuent d'émouvoir, ses mots résonnent encore. Elle a laissé derrière elle une œuvre brève mais essentielle, pleine de grâce et de blessures. Dans chaque image, on retrouve ce qu'elle était vraiment, une âme à nu, trop sensible pour mentir. Numéro 8, George Sanders. Le 25 avril 1972, une chambre d'hôtel à Castelldefels, près de Barcelone, est devenue le théâtre d'une fin d'époque. L'acteur britannique, figure du cinéma classique admiré dans toute l'Europe et particulièrement en France, y a été retrouvé sans vie. Il avait 65 ans. Le monde du cinéma a appris la nouvelle avec une stupeur mêlée de tristesse. Les journaux français, de Paris Match à Le Figaro, ont rappelé sa carrière brillante et son esprit caustique. George Sanders incarnait l'élégance cynique, ce charme un peu froid que le public français affectionnait. Né à Saint-Pétersbourg, élevé en Angleterre, il avait trouvé à Hollywood la gloire et la reconnaissance. Son rôle le plus célèbre reste celui de Addison DeWitt dans Ève, film culte de Joseph L. Mankiewicz, qui lui valut l'Oscar du meilleur second rôle. Sa voix profonde, son regard ironique et son intelligence de jeu faisaient de lui un acteur d'une rare distinction. En France, les cinéphiles le comparaient à un Oscar Wilde des écrans. Mais derrière cette façade d'humour noir et de raffinement, se cachait un homme épuisé. George Sanders parlait souvent du vide que la célébrité ne comble pas. Il avait perdu plusieurs de ses proches, et ses mariages, notamment avec Zaza Gabor et sa sœur Magda, s'étaient terminés dans la douleur. Ses amis décrivaient un être d'une grande lucidité, conscient de la vanité de tout succès. À mesure que les rôles se faisaient plus rares, il se sentait de plus en plus isolé, prisonnier de son personnage d'homme supérieur et désabusé. Le 25 avril 1972, dans cette chambre d'hôtel espagnole, son histoire s'est arrêtée. Les autorités ont conclu à une overdose volontaire de barbiturique. Sur la table, une lettre brève et élégante exprimait sa lassitude du monde. Les mots, pleins de détachement, reflétaient le ton d'un homme qui n'avait jamais cessé de jouer avec la mort comme avec un rôle de théâtre. En France, sa disparition a suscité un profond émoi. Les critiques ont salué un acteur unique, capable de donner de la noblesse au cynisme et de la poésie à la cruauté. Des rétrospectives ont été organisées dans les cinémathèques et les festivals. Aujourd'hui encore, George Sanders fascine par son mélange d'intelligence, de désespoir et d'élégance. Il demeure l'incarnation d'un certain art de vivre disparu, celui où la beauté et la tristesse ne faisaient qu'un. Numéro 9, Tony Scott. Le 10 à 9 août 2012, Los Angeles s'est figé sous le soleil brûlant d'un dimanche d'été. Le célèbre réalisateur britannique, frère de Ridley Scott, a mis fin à sa vie dans des circonstances qui ont bouleversé le monde du cinéma. Il avait 68 ans. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc dans les rédactions et sur les plateaux. Les stars d'Hollywood et les cinéastes européens
ont rendu hommage à un artisan du spectacle, un conteur de l'énergie moderne. Tony Scott était un réalisateur admiré autant pour sa maîtrise technique que pour sa sensibilité visuelle. En 1986, il avait réalisé Top Gun, film devenu un phénomène mondial. En France, le public s'en souvient comme d'un symbole des années 80, une œuvre pleine d'adrénaline, de lumière et de désir de liberté. Le style de Scott, nerveux et esthétique, a influencé toute une génération de réalisateurs. Il aimait filmer la vitesse, le feu, les visages tendus par l'action. Derrière cette virtuosité, il y avait un homme d'une rigueur extrême, passionné, obsédé par le travail bien fait. Au fil des années, Tony Scott avait bâti une filmographie impressionnante. True Romance, Ennemi d'État, Man on Fire, Déjà Vu, autant de films qui mêlaient tension, émotion et humanité. Les critiques français voyaient en lui un héritier du cinéma américain classique, mais avec une touche poétique et mélancolique. Il savait rendre la violence belle et la solitude touchante. Sur les tournages, il inspirait le respect, toujours proche de ses équipes, toujours exigeant envers lui-même. Pourtant, ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il portait en lui une fatigue silencieuse. Il travaillait sans relâche, multipliait les projets, produisait avec son frère Ridley. Mais derrière cette énergie, il cachait une angoisse qu'il ne montrait jamais. Le 10 à 9 août 2012, cette tension intérieure a atteint son paroxysme. Les autorités ont confirmé sa mort et parlé d'un acte délibéré. Le cinéma, lui, a perdu l'un de ses plus grands artisans. En France, les hommages se sont succédés. Les journaux ont salué un visionnaire du grand spectacle, un homme qui savait filmer l'intensité du monde contemporain. Ces films continuent de passer à la télévision et d'émouvoir de nouvelles générations. Tony Scott reste une figure à part, celle d'un artiste total, sensible et exigeant, qui a transformé chaque image en éclat de vie et de feu. Numéro 10, Pierre Angeli. Le 10 à 7 septembre 1963, Beverly Hills s'est plongée dans une profonde tristesse. Dans sa maison de Mulholland Drive, l'actrice italienne, star des années 50 et 60, a été retrouvée sans vie. Elle avait 39 ans. En France, la nouvelle a fait la une des journaux de cinéma. Les spectateurs, qui l'avaient adorée dans Teresa et le souffle sauvage, ont ressenti le départ d'une figure de beauté et de douceur. Pierre Angeli, de son vrai nom Anna Maria Pierangeli, avait commencé sa carrière très jeune. Née à Cagliari, elle s'était rapidement imposée comme l'un des visages les plus purs du cinéma européen. Hollywood l'avait accueillie avec enthousiasme. Elle tourna aux côtés de Paul Newman, Kirk Douglas et James Dean. Sa grâce naturelle, son accent léger, son regard mélancolique faisaient d'elle une actrice unique. En France, les magazines la présentaient comme la nouvelle Ingrid Bergman, symbole d'un romantisme délicat. Mais derrière le succès, Pierre Angeli portait un chagrin que personne ne soupçonnait. Son histoire d'amour contrariée avec James Dean l'avait profondément marqué. Les studios et sa famille s'étaient opposés à cette relation, la poussant à épouser un autre acteur, Vic Damone. Le mariage se termina dans la douleur, et la jeune femme ne retrouva jamais la paix intérieure. Elle parlait souvent du vide laissé par Dean, de ce sentiment d'inachèvement qui la hantait. Les années 60 furent difficiles. Les rôles devinrent rares, les tournages plus espacés. Pierre Angeli se réfugia en Europe, où elle tourna plusieurs films en Italie et en France. Les producteurs français appréciaient encore son talent, mais le public avait changé. Elle, qui avait été adulée, se sentait peu à peu oubliée. Son charme discret, trop éloigné des nouvelles modes, ne correspondait plus à l'époque. Le 10 à 7 septembre 1963, tout s'est arrêté. Les enquêteurs ont conclu à une overdose de barbiturique. Les journaux ont parlé d'un geste de désespoir. En France, les hommages se sont multipliés. Les critiques ont rappelé son jeu plein de sensibilité et de retenue. Aujourd'hui, Pierre Angeli reste l'image même de la beauté fragile. Ses films, souvent rediffusés sur les chaînes françaises, rappellent cette époque où les actrices étaient à la fois étoiles et mystères. Elle incarne la mélancolie du cinéma des années 50, cette lumière douce qui continue de briller, longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Numéro 11, Lupe Vélez. Le 10 à 8 décembre 1944, Hollywood s'est réveillé sous une vague de rumeurs et de stupeur. La presse américaine annonçait la disparition tragique de la célèbre actrice mexicaine, l'une des premières grandes stars latines du cinéma parlant. Elle avait 36 ans. En France, où son nom était connu grâce aux films des années 30, les journaux évoquaient la fin d'une femme flamboyante, passionnée et inoubliable.
Lupe Vélez était une personnalité hors du commun. Née à San Luis Potosí, elle était arrivée à Hollywood au début des années 20 avec un accent chantant et un tempérament de feu. En peu de temps, elle avait conquis les studios et le public. Les spectateurs français découvraient dans ses films un mélange d'humour, de grâce et de vitalité. Elle jouait avec une énergie presque électrique, capable de faire rire et de bouleverser en un seul regard. On la surnommait la tornade mexicaine, tant sa présence à l'écran semblait impossible à contenir. Le succès l'avait accompagnée durant toute la décennie des années 30. Ses comédies, notamment la série Mexican Spitfire, la rendaient célèbre dans le monde entier. Mais derrière cette image de femme libre et rieuse, se cachait une grande sensibilité. Lupe Vélez cherchait désespérément à être prise au sérieux, à être aimée pour son talent et non pour son tempérament. Son accent et son caractère la limitaient souvent à des rôles stéréotypés. Elle supportait mal cette caricature d'elle-même que le cinéma américain imposait. Sa vie privée fut mouvementée. Ses amours passionnés avec Gary Cooper et Johnny Weissmuller faisaient la une des journaux. Elle vivait intensément, sans retenue, et chaque séparation la blessait profondément. Au fil des années, cette agitation intérieure la fatigua. Elle rêvait de fonder une famille, de quitter Hollywood pour revenir au Mexique. Mais le destin en décida autrement. Le 10 à 8 décembre 1944, son histoire s'est arrêtée brutalement. Les autorités ont parlé d'un mélange fatal de somnifères. Le monde du cinéma fut bouleversé. En France, les critiques saluèrent son audace et son énergie. Elle avait ouvert la voie à d'autres actrices latino-américaines dans un milieu encore fermé. Aujourd'hui, Lupe Vélez reste une figure mythique, symbole d'une époque où les passions étaient plus grandes que la raison. Son rire, sa beauté et sa fierté continuent de fasciner les cinéphiles français. Elle demeure, malgré le temps, une étoile vive, incandescente, qui n'a jamais cessé de briller dans la mémoire du cinéma. Numéro 12. Carole Landis. Le 5 juillet 1948, Los Angeles s'est plongé dans un silence lourd. Dans sa maison de Pacific Palisades, la belle actrice blonde qui avait enchanté l'Amérique pendant la guerre venait de s'éteindre. Elle n'avait que 29 ans. En France, où ses films avaient été diffusés dès la Libération, les journaux annoncèrent la nouvelle avec tristesse. Le public français l'avait connue comme l'incarnation du charme hollywoodien, la pin-up au sourire radieux et au regard mélancolique. Carole Landis, de son vrai nom France Ridsté, était née dans le Wisconsin. Très jeune, elle avait fui une enfance difficile pour tenter sa chance à Hollywood. À 10 à 8 ans, elle signait son premier contrat et son ascension fut fulgurante. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle devint une figure emblématique du moral des troupes. Elle se rendait sur les bases militaires, chantait, dansait et redonnait du courage aux soldats. En France, les magazines parlaient d'elle comme de la fée blonde qui portait la joie dans les camps américains. Ses rôles dans 1 Million BC, Moon Over Miami ou Topper Return lui avaient donné une renommée mondiale. Mais derrière l'image éclatante de star, Carole Landis souffrait d'un profond sentiment de solitude. Les producteurs la cantonnaient à des rôles légers, alors qu'elle rêvait de personnages complexes. Elle écrivait, tenait un journal intime, lisait de la poésie. Beaucoup ignoraient sa sensibilité et sa fragilité. Sa vie amoureuse fut agitée. Ses mariages se succédèrent sans apporter la stabilité qu'elle espérait. Au moment de sa disparition, elle vivait une relation difficile avec un acteur célèbre. Les rumeurs allaient bon train, mais personne ne connaissait la vérité. Ses amis racontèrent plus tard une femme généreuse, loyale et profondément romantique. Elle voulait être aimée avec la même intensité qu'elle mettait dans son travail. Le 5 juillet 1948, ce rêve s'est brisé. Les enquêteurs parlèrent d'une overdose de somnifères. Le Hollywood Reporter écrivit que le monde avait perdu l'un de ses visages les plus lumineux. En France, Paris Match publia une photo d'elle en noir et blanc, légendée d'un simple mot, adieu. Carole Landis reste aujourd'hui l'image d'un âge d'or du cinéma où la beauté semblait tout pouvoir. Ses films continuent d'être projetés dans les cinémathèques françaises. Derrière son sourire, on devine encore la tristesse d'une femme trop sensible pour un monde qui ne la comprenait pas. Son souvenir demeure, à la fois éclatant et fragile, comme une étoile qui ne s'éteint jamais vraiment. Numéro 13, Simone Mareuil. Le 25 octobre 1954, la ville de Périgueux fut frappée d'un événement tragique et incompréhensible. L'actrice française, autrefois muse du surréalisme, mit fin à ses jours d'une manière aussi douloureuse que symbolique. Elle avait 53 ans. La nouvelle passa d'abord inaperçue, puis les journaux parisiens la relayèrent, rappelant le souvenir d'une femme au destin singulier, marquée par la gloire et l'ombre.
Simone Mareuil restera à jamais associée à un seul film. Mais quel film? En 1929, elle devint l'un des visages immortels du cinéma d'avant-garde avec Un chien andalou, réalisé par Luis Buñuel et Salvador Dalí. Ce court-métrage, scandale et chef-d'œuvre à la fois, bouleversa les spectateurs. La scène du rasoir sur l'œil, interprétée par Simone, devint l'une des images les plus marquantes de l'histoire du cinéma. En France, les surréalistes la considéraient comme une héroïne, une femme qui avait osé braver les conventions et incarner le rêve, la folie et la liberté. Pourtant, après ce coup d'éclat, la carrière de Simone Mareuil s'essouffla. Le cinéma sonore transforma l'industrie, et elle, discrète et indépendante, refusa de se plier aux nouvelles règles. Elle préféra le théâtre, puis se retira peu à peu de la scène artistique. Ses apparitions devinrent rares, et les années passèrent sans qu'elle retrouve la lumière. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une femme sensible, profondément attachée à la poésie, mais habitée par une mélancolie persistante. Pendant la guerre, elle resta en France, vivant à Paris puis en province. Ses amis disparurent, certains exilés, d'autres morts. Après la Libération, elle retourna vivre dans le sud-ouest, à Périgueux, sa région natale. Là, loin du tumulte, elle vécut dans un calme apparent. Mais la solitude et le sentiment d'oubli pesaient lourdement sur elle. Le 25 octobre 1954, Simone Mareuil mit fin à ses jours en s'immolant dans le jardin public de Périgueux. L'acte, aussi radical que poétique, bouleversa ceux qui l'avaient connu. Les journaux régionaux parlèrent d'un geste de désespoir et de révolte, comme si l'ancienne égérie du surréalisme avait voulu transformer sa mort en ultime œuvre d'art. Aujourd'hui, son nom est évoqué dans les écoles de cinéma, dans les rétrospectives consacrées à Buñuel, dans les livres d'histoire du surréalisme. Simone Mareuil reste un symbole tragique de la passion artistique poussée jusqu'à l'extrême. Une femme libre, déchirée entre la lumière et le néant, dont la mémoire hante encore les écrans et les rêves. Numéro 14, Ruan Lingyu. Le 8 mars 1935, Shanghai s'est arrêtée dans un silence irréel. Ce matin-là, la plus grande actrice du cinéma muet chinois a été retrouvée sans vie dans sa maison. Elle avait 24 ans. En France, les journaux spécialisés en cinéma, fascinés depuis peu par le cinéma asiatique, rapportèrent la nouvelle comme celle d'une tragédie d'artiste comparable à celle de Jeanne Buterne ou d'Arletty dans leurs heures sombres. Ruan Lingyu était déjà une légende. Née à Shanghai, elle avait grandi dans la pauvreté avant d'entrer, à 6 ans, dans les studios Lianhua. En quelques années, elle devint l'actrice la plus aimée de Chine. Ses films, comme Les dieux et les hommes ou La déesse, révélaient une intensité rare. Son jeu, silencieux mais habité, traduisait la douleur, la tendresse, la force des femmes dans une société en mutation. En France, les critiques qui découvraient son œuvre y voyaient une émotion pure, une vérité universelle. Le public chinois l'adorait. Dans les salles bondées de Shanghai, son visage emplissait l'écran comme une prière. Elle incarnait la beauté triste, la femme qui souffre et se relève. Mais cette identification constante entre son personnage et sa vie personnelle devint un piège. Les journaux à scandale la harcelaient, inventant des histoires, exagérant ses amours et ses malheurs. Sa vie privée devint une cible. Ruan Lingyu, sensible et discrète, ne supportait plus cette exposition. Le 8 mars 1935, veille de son départ pour un nouveau tournage, elle mit fin à son existence en absorbant des somnifères. À côté d'elle, une lettre simple et poignante disait tout, « Les mots peuvent tuer ». L'émotion fut immense. Plus de 100 000 personnes assistèrent à ses funérailles à Shanghai. La foule pleurait comme on pleure une sœur, une amie, une icône. En France, la presse rapporta cet événement avec fascination, parlant d'un adieu comparable à celui réservé aux grandes tragédiennes européennes. Son départ marqua la fin d'une époque. Le cinéma muet chinois perdit sa plus grande étoile, et le monde prit conscience de la fragilité derrière le glamour. Aujourd'hui encore, les cinéastes la citent comme une source d'inspiration. Sa performance dans La déesse reste étudiée dans les écoles de cinéma, notamment à Paris. Ruan Lingyu est devenu le symbole de la pureté brisée par la cruauté du regard public. Son nom résonne toujours, chargé d'émotion et de beauté, comme un souvenir qui ne meurt jamais. Numéro 15, Margot Hemingway. Le 1er juillet 1986, Los Angeles s'est réveillé avec une nouvelle tragique. La petite fille d'Ernest Hemingway, l'écrivain légendaire, fut retrouvée sans vie dans son appartement de Santa Monica. Elle avait 42 ans. Les médias américains annoncèrent la nouvelle avec émotion,
Tandis qu'en France, où Margot avait longtemps été admirée, la presse souligna la fin d'un destin à la fois éclatant et fragile. Margot Hemingway était née dans une famille où le talent et la tragédie semblaient se transmettre comme un héritage. Petite fille de l'auteur du Vieil homme et la mer, fille du violoncelliste Jack Hemingway et sœur de l'actrice Mariel Hemingway, elle grandit dans l'ombre d'un nom immense. Très jeune, elle choisit la voie du mannequinat et devint rapidement une icône mondiale. Dans les années 70, son visage illuminait les couvertures de Vogue et d'Elle. En France, elle devint une égérie adorée, symbole d'un glamour libre et solaire. En 1975, Margot signa un contrat d'1 million de dollars avec la marque Fabergé, devenant ainsi le premier mannequin à atteindre une telle somme. Son charme naturel, sa taille élancée et son sourire désarmant la rendaient inoubliable. Le public français la découvrit aussi au cinéma dans Lipstick, où elle partageait l'affiche avec sa sœur Marielle. Elle semblait promise à un avenir radieux, mais derrière les flashs et les tapis rouges se cachait une profonde vulnérabilité. Au fil des années, le succès se fit plus distant. Les modes changeaient, les rôles se raréfiaient, et Margot supportait mal la solitude. Elle lutta contre la fatigue, la pression, les souvenirs d'une enfance marquée par les excès et la douleur. Elle confiait souvent dans les interviews son besoin de trouver un équilibre, de se détacher de l'ombre écrasante du nom Hemingway. Le 1er juillet 1986, cette lutte silencieuse prit fin. Les autorités parlèrent d'une overdose accidentelle de barbiturique. Le monde du cinéma et de la mode pleura une femme d'une grande sensibilité. En France, les magazines lui rendirent hommage comme à une muse perdue, belle et mélancolique. Aujourd'hui encore, Margot Hemingway incarne le mystère de la beauté éphémère et du poids des héritages familiaux. Son regard, immortalisé par des photographes de légende, reste gravé dans la mémoire collective. Son histoire nous rappelle que derrière chaque sourire se cache souvent une bataille invisible. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.